Jean Réville. D'abord, Jean Réville, je vous explique en 2 mots pourquoi ça s'est créé. Ça vient de plusieurs choses. D'une part, de nos métiers respectifs. J'ai fondé Jean Réville avec Pascal Lapalu, qui est urbaniste, designer, géographe, qui a fait aussi de la science politique. Moi, je viens d'un domaine plus éclectique. J'ai fait beaucoup d'études socio-ethno. On est toutes les deux féministes. On a toutes les deux été au début d'un groupe d'action féministe qui s'appelle La Barbe. Donc, on est beaucoup intervenus de façon activiste sur le terrain. Et dans ce contexte-là, à un moment donné, on s'est dit qu'il y avait vraiment un champ à mettre ensemble. Et ce champ, c'est devenu Jean Réville. C'est-à-dire travailler sur le territoire, les territoires, l'interaction entre les individus et les territoires. Et je dis bien les individus parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, de dire les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, mais de voir dans toutes nos différences et dans toutes nos complexités, comment est-ce qu'on peut occuper cet espace public et comment est-ce qu'on peut le vivre ensemble. Si je mets ça en préalable, c'est que très souvent, beaucoup d'expériences sont menées depuis des années et tout le monde tâtonne parce que c'est un sujet relativement nouveau et on se dit toujours comment on introduit cette notion de genre dans la ville, comment est-ce qu'on introduit et comment est-ce qu'on remet les femmes dans la ville. Et il y a parfois des choses qui sont vertueuses mais qui sont à la fois recréatrices de stéréotypes. Si je vous prendrai un exemple, on cite souvent les marches exploratoires qui se font notamment au Québec, et je les trouve très intéressantes au sens où elles sont une prise d'occupation de l'espace. Donc en ce sens-là, oser occuper l'espace me paraît être une partie importante et même fondamentale. En revanche, occuper l'espace et mettre des labels, ce qui s'est fait sur des lieux pour se dire ici c'est un endroit qui va m'accueillir, ici ce sera rassurant, là pour moi c'est un renfort de stéréotypes. Ça veut dire que dès lors qu'on identifie qu'il y a des macarons roses sur certains magasins ou sur certains bars, va faire que de fait on réintroduit la notion que l'espace est dangereux pour les femmes et qu'il leur faudra des zones de repli. Et donc, c'est à ce titre-là que je trouve que les marches exploratoires ont des aspects très intéressants et des aspects contre-productifs et qu'il faut systématiquement questionner dans toutes les actions qu'on fait qu'est-ce qui peut nous faire avancer et qu'est-ce qui peut parfois nous faire reculer ou en tout cas ne pas faire avancer les choses. Donc, partant de ce constat-là, un des champs d'action qu'on a ouvert, on en a ouvert plusieurs. L'un d'entre eux, c'est d'interroger cette question de sécurité, parce que souvent, quand on parle des femmes dans la ville, on évoque les questions de sécurité ou d'insécurité ou de peur. Alors, à la fois, on s'occupe de ce sujet et à la fois, on ne voudrait pas s'enfermer dedans, parce que dès lors qu'on le pose de cette manière-là, on implique, encore une fois, qu'il y a un problème de sécurité. D'où notre titre, qui a été même pas peur, de dire non, il n'y a pas de problème. En même temps, pour autant, ça ne veut pas dire que si je sors le soir dans un lieu désert, je ne vais pas me sentir avec un sentiment d'angoisse parce que on m'a fait comme ça, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de choses qui ont fait que je vais ressentir ces éléments-là. Alors, je voulais commencer en fait par la lecture d'un article que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais qui vient juste d'être enlevé du site du ministère de l'Intérieur. Ça fait pas tout à fait un mois que ce document, que je vais vous lire, enfin je vais vous lire le début en tout cas, a été enlevé du site du ministère de l'Intérieur. Ça s'appelle donc « Conseil aux femmes ». Je n'ai pas réussi à retracer à quel moment il avait été mis sur le site. Ce que je sais, c'est qu'il avait été mis à jour 1984, oui. Il avait été mis à jour en août 2012, donc ça veut dire que, quels que soient les gouvernements, il avait été entériné comme un article qui devait rester sur le site du ministère de l'Intérieur. Et ça commence ainsi. En raison de leur sexe et de leur morphologie, les femmes sont parfois les victimes d'infractions particulières. Donc le débat est posé. Lorsque vous êtes chez vous, assurez-vous que toutes les issues sont soigneusement fermées, équipez votre porte d'un entrebâilleur et d'un judas et utilisez-les. Ne laissez pas apparaître sur votre boîte aux lettres votre porte ou la liste des occupants de l'immeuble, votre condition de femme seule. Autrement dit, disparaissez. Évitez d'indiquer mademoiselle, madame, veuve ou votre prénom. C'est le veuve qui nous laisse entendre que ce n'est peut-être pas tout à fait récent. Lorsque vous sortez, évitez les lieux déserts, les voies mal éclairées, les endroits sombres où un éventuel agresseur peut se dissimuler. Dans la rue, si vous êtes isolé, marchez toujours d'un pas énergique et assuré, ne donnez pas l'impression d'avoir peur. Si le conducteur ou les passagers d'un véhicule vous demandent un renseignement, ne vous portez pas à la hauteur du véhicule, exigez que la personne vous rejoigne à l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire sur le trottoir. Votre sac à main est la cible des voleurs.
Tenez-le plaqué contre vous et jamais pendant sur votre épaule. Marchez toujours en sens inverse de la circulation routière. Vous limiterez ainsi les risques de vol sur le trottoir effectués par le conducteur ou le passager d'un deux roues. Donc on induit bien que d'ailleurs, conducteur et le voleur est un homme, en l'occurrence. Tenez, donc là, en voiture, verrouillez les portes. Dans les parkings, évitez les coins sombres. On fait comme on peut, on prend les places là où on les trouve. Hein. Voilà. Donc, et après, bon, il y a des choses sur le harcèlement sexuel et les violences familiales qui sont peut-être moins stigmatisantes, mais disons qu'en tout cas, la première partie est intéressante. Si vous voulez lire l'ensemble, alors c'est plus sur le site, mais par contre, sur le site de Jean Réville, on l'a remis, on avait siphonné le texte, donc on l'a remis dans un article et vous pouvez le consulter en entier si vous voulez. Le propos de cette lecture, alors d'une part, quand on est tombé là-dessus, on s'est dit aïe aïe aïe, c'est terrible, parce qu'on est quand même, les injonctions qu'on reçoit quand on est femme, c'est-à-dire qu'en gros, on nous demande de rester à l'intérieur, alors que on sait très bien que les chiffres, notamment sur, parce que la peur, clairement, c'est quand même le harcèlement sexuel ou l'agression. Or, on sait que la majorité, enfin pas la majorité, mais une grande partie des agressions se font aussi dans l'espace privé. Donc, quelque part, en disant restez chez vous et enfermez-vous, on donne une injonction à se faire attaquer, certes, mais à l'abri de tout regard. Enfin, c'est quand même une injonction assez étrange. Ce que ça nous dit aussi, c'est que depuis longtemps, il a été établi que les femmes n'étaient pas bienvenues dans l'espace public. Alors, on s'est un petit peu interrogé sur ces questions-là. On est reparti dans l'histoire. Je ne vais pas aujourd'hui faire un cours d'histoire, c'est un trop court, donc je vais balayer de façon très, très rapide. Mais ça laissera entendre que les femmes n'étaient jamais dans la rue. Alors, ici, j'ai repris quelques photos ou quelques éléments, si tu peux nous les passer. Les femmes ont toujours travaillé, elles ont toujours été dans l'espace public, elles ont été, même ici on a une peinture d'ailleurs qui est réalisée par une femme, alors j'oublie son nom, puis comme j'ai pas mon ordinateur sorti, mais c'était une femme peintre qui l'avait faite. Ici c'est une grisette, les grisettes dans Paris, je peux peut-être arrêter sur la grisette, c'est parti tout seul, revenir. Les grisettes, c'était soit les vendeuses de 4 saisons, enfin elles étaient habillées en gris, donc c'était les femmes qui travaillaient dans la rue. Et donc il y a une statue qui se trouve entre la place de la République et puis la Belleville, et à Paris, qui rend hommage aux grisettes. Donc les femmes étaient dans la rue, et puis quand Haussmann a nettoyé les rues, a embelli les rues, pardon, donc la phase d'embellissement d'Haussmann, qui était une grosse phase de nettoyage, mais c'est pas passé que par Haussmann, hein, il y a eu plein d'autres phénomènes, mais en tout cas, ce qui s'est passé quand même, c'est qu'on a nettoyé les rues pour faire en sorte de limiter toute forme de revendication qui pourrait remonter de la rue, donc les nettoyer, les rendre accessibles. Les rendre accessibles à qui? Plus à l'ennemi extérieur, mais à l'ennemi intérieur qui pourrait fomenter des choses depuis le terrain. Et on a mis l'armée dans la rue quelque part. On a fait en sorte que la rue puisse être défendue facilement en créant des grandes artères qu'on pouvait nettoyer très littéralement, facilement, même de façon militaire. À partir de là, les femmes sont rentrées dans un premier temps sous les marchés couverts, et puis après directement à la maison. Alors, les femmes bourgeoises dans les salons où on leur disait qu'il ne fallait surtout pas qu'elles se frotter au peuple, et les femmes plus populaires, elles ont continué à travailler, mais le soir, il fallait aussi s'occuper non seulement de la maison, mais des bonnes mœurs du mari, c'est-à-dire garante de l'ordre social. Donc, dans un cas comme dans l'autre, les femmes deviennent garantes de l'ordre social dans un secteur privé, dans la partie privée, et les hommes sur l'extérieur, donc je reprends toujours la phrase de Michel Perrault, femmes à l'extérieur, les hommes à l'extérieur, hommes d'honneur, les femmes à l'extérieur, c'est l'horreur, enfin, c'était les femmes de petite vertu. Donc, on a ce partage entre les choses. Donc, qu'est-ce qui nous a amené là, donc, cette partie de l'histoire ? Le développement de territorialité, alors c'est ce que Yves a très très bien montré hein, dans son travail sur des territoires qui deviennent des territoires exclusivement masculins et dans lesquels les femmes ne sont pas les bienvenues. On voit que les terrains de sport en ville, par exemple, sont des lieux de territorialité assez forte. On peut le voir. Alors ça se manifeste partout, ça dépasse toutes les frontières. Nous, on a fait ce travail sur Paris.
On a fait un atelier qui a duré une semaine à Berlin, et pourtant Berlin a vraiment beaucoup plus de mixité à plein d'égards, dans plein d'endroits. Il reste que sur les terrains de sport, là, pareil, on était à 99% avec des garçons ou des hommes qui utilisaient les terrains de sport. Donc des territorialités fortes, et avec toute justification d'être fort sur ce terrain-là, puisqu'il a été indiqué aux garçons ou aux hommes qui occupent ce terrain-là que c'est leur territoire. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le revendiquer. C'est vrai que quand moi j'interviens, alors souvent en plus avec un appareil photo que je veux discret, mais j'interviens sur ces lieux-là. La dernière fois que j'ai fait l'exercice, c'était à Belleville. Et c'est très intéressant, parce que je suis allée sur un terrain de sport et ensuite sur le jardin de Belleville qui est juste à côté. Et c'était pour un petit film, donc il y avait quelqu'un qui me suivait avec une caméra. Et tout de suite, les garçons m'ont dit mais madame, qu'est-ce que tu fais là? Attends, c'est pas ta place, casse-toi. Et j'expliquais à la personne qui me suivait, ben, ils sont tout à fait dans leurs droits. On leur a dit que c'était leur espace, donc ils ont le droit de me jeter. En gros, ma place n'est pas là. C'est tout à fait... ils revendiquent leur territoire, et c'est un territoire qu'on leur a donné, donc ils sont dans une possessivité de ce territoire. Ensuite, on est allé dans le jardin de Belleville, où les gens étaient en train de pique-niquer. Il y avait une mixité de l'usage du jardin, et donc on s'est aperçu que là, il y avait une autre territorialité, et qu'il était sans doute aussi intéressant d'explorer ces territorialités-là. C'est aussi un sujet qu'on explore à Jean-Réville, mais je ne vais pas tout faire aujourd'hui, donc on va rester sur ces notions de territoire. Les territoires donc, qui sont le terrain de sport, la rue, on peut parler aussi de la rue la nuit. Donc, quand on dit c'est compliqué, alors dans l'étude que vous avez faite sur Bordeaux, c'est compliqué la rue la nuit. Pour les femmes utilisent des stratégies pour se rendre par exemple sur un lieu nocturne. Elles vont s'habiller autrement le temps de s'y rendre, puis changer de vêtements. Mais qu'est-ce qui a créé cette territorialité aussi? Là, on s'est interrogé, parce qu'aujourd'hui, on va dire que pratiquement, quand on sort, chacun paye son verre, etc. Il y a des petites choses qui sont importantes. Le fait que ce soit systématiquement dans notre culture et qu'il soit inscrit que c'est l'homme qui régale, que c'est l'homme qui paye la note, c'est aussi une possessivité. Dès lors qu'on va dans un lieu où il est acquis qu'en règle générale, dans la boîte de nuit, ce sera gratuit pour les filles, payant pour les garçons, on installe une notion de domination et d'équilibre. Et dès lors qu'on paye, bah, finalement, on est propriétaire de ce qu'on a acheté. Donc, on agit avec ce qu'on a acheté. Alors, dit comme ça, évidemment, c'est un peu violent, mais quelque part, quand on réfléchit, c'est pas totalement anodin. C'est-à-dire que ces espaces de bar, ces espaces de lieux de rue, et on l'a vu avec la place du Cap-Héron, enfin, le quartier Cap-Héron et la place, les femmes n'osent pas aller au PMU, n'osent pas aller dans ce lieu. C'est pas leur territoire. C'est même pas qu'elles n'osent pas y aller, on n'y pense même pas. C'est pas notre territoire. Donc il y a plein d'éléments, de facteurs qui, ici j'en cite quelques-uns, mais c'est vraiment multifactoriel, ce qui fait qu'on ne se sent pas sur le territoire. Alors par rapport à ça, nous on s'est dit, donc même pas peur. Alors, avant de passer au même pas peur, je voulais juste finir un petit peu, parce que je parle, mais montrer quand même toutes ces images qu'on avait vues, alors, qui sont entre le XVIIe et XIXe siècle, hein, d'images de femmes qui ont toujours donc, été actives. On va voir les autres. Ici, c'était les femmes qui ont marché sur Versailles. Bon, d'accord, c'était le duc d'Orléans qui leur avait demandé de le faire et qu'ils avaient payé. Mais c'était quand même le mouvement des femmes qui sont allées réclamer du pain roi. Hein. Ici, ce sont les femmes qui sortent de chez, j'oublie le nom de ce grand couturier de l'époque, c'est au XIXe siècle, sur la rue de la Paix, donc des femmes qui travaillaient dans les ateliers couture. Enfin voilà, donc les femmes et puis les ouvrières, hein, même quand on disait que les femmes étaient dans l'espace privé, elles étaient aussi derrière les machines, elles n'étaient pas seulement dans l'espace privé, et quand elles étaient dans l'espace privé, n'oublions pas qu'elles y travaillent aussi, et encore aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de femmes qui ne travaillaient pas, les femmes ont toujours travaillé, quel que soit le contexte. Alors suite à ça, on s'est dit Même pas peur, on a monté un atelier autour de Même pas peur. Et cet atelier, il était parti de ce que je vous ai lu au départ. On s'est dit, alors, conseil fait aux femmes, comment est-ce qu'on réfléchit par rapport à ça? D'abord, premièrement, ce conseil fait aux femmes, on a lutté pour qu'il soit enlevé du site du ministère de l'Intérieur. On avait fait une interpellation auprès de Najat Vallaud-Belkacem au mois de janvier, qui donc nous avait répondu, oui, il y a pas mal de scories, il faut qu'on les enlève effectivement des différents sites, on va s'en occuper. En mars, c'était toujours pas fait, donc on a publié une tribune dans l'IB pour relancer la machine sur cette thématique. Les conseils faits aux femmes étaient toujours en ligne.
on a plusieurs reprises, on a travaillé auprès avec les équipes du ministère pour se dire, bon, pour régler plein de choses. Et à chaque fois, je disais, coucou, vous n'avez toujours pas enlevé ce document. Et finalement, parce qu'une blogueuse qui a un blog qui s'appelle Crêpe Georgette a fait du buzz à l'automne, ça a fini par faire suffisamment de buzz pour que soudain, en l'espace d'une nuit, le site soit nettoyé de cet article et qu'il soit remplacé par un autre article qui peut se questionner aussi, mais qui en tout cas est une réponse beaucoup plus spécifique à une situation en cas d'agression et qui vous donne des éléments de réponse et de soutien en cas d'agression, mais qui ne sont plus des injonctions à surtout disparaître de l'espace public. Voilà, donc on avait fait un atelier, et pour vous expliquer un peu, parce que vous verrez des slides à la fin, ce qu'on avait utilisé pour cet atelier, on était parti d'une étude qui a été faite en 2011 par un site féminin qui s'appelle Terra Féminin, qui était une étude un peu terrible sur femmes, peur, espace public. Et cette étude, à travers des questions fermées, je dis bien fermées, et assez répétitives, avait mené en collaboration avec, c'est-à-dire que cette étude était sponsorisée par, je le dis aussi parce que ce n'est pas anodin, JC2Co, donc aménagement d'espace public, Nexity, c'était la RATP et puis Peugeot, Citroën, je crois, je ne sais plus, enfin un constructeur automobile, je ne sais plus lequel. Et l'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait pour rendre la ville moins hostile pour les femmes. Et les questions qui étaient posées, c'était fait par Internet. Je rappelle que les résultats n'étaient pas genrés, c'est-à-dire qu'on ne savait pas combien de femmes avaient répondu, combien d'hommes, donc ça vous donne toute l'étendue de l'utilité de ce type d'étude et de son exactitude. Mais en gros, les questions, c'était, je vais faire court, mais si vous êtes dans un espace public, la nuit, désert et qui plus est mal fréquenté, vous sentez-vous à l'aise ou pas? Je résume, mais en gros, non, mais c'est à peu près ça. Il y avait 10 questions. La première, c'était « Êtes-vous à l'aise si vous traversez un pont la nuit? Si vous traversez un endroit mal éclairé? Si l'endroit est mal fréquenté ?» Que veut dire mal fréquenté? La question reste ouverte. Voilà, il y avait 10 questions. C'était 10 questions fermées et c'était les mêmes questions pour le matin, le midi, en fin d'après-midi, le soir. Et tout ça, après discussion, ça a donné lieu à un nuage de tags que vous verrez en fin de ce diaporama. Et nuage de tags que nous avons questionné en offrant un nuage de tags où on a pris le contre-pied et où on utilisait quasiment tous les mots inversés. Mais le nuage de tags qui a été donné sera intéressant, on en reparlera après. Mais d'abord, on peut passer la vidéo si elle veut bien. Si ça veut bien. Donc ça, c'est le fameux nuage de tags qui était sorti de l'étude de Terra Féminin.
Et ça, c'est le nuage de tag qu'on a proposé en retour. Alors, si on reprend le nuage de tag que vous avez vu tout à l'heure, peut-être, je ne sais pas si tu arrives à te mettre dessus, on va voir. Ça, c'est le dernier. Ça, enfin, je ne sais pas si c'est le bon, d'ailleurs, c'en est un. C'est une proposition. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'on avait fait 2 groupes de travail. À un groupe de travail, on avait donné le nuage de tag avec tous les résultats qui étaient police, délinquance, etc. Et puis, à l'autre groupe de travail, on avait donné le nuage de tag, bienveillance, partager la rue, etc. Et alors, au bout d'une demi-heure, le groupe de travail qui avait ce nuage de tag-là avait réussi à travailler très vite, et l'autre était dans un désarroi le plus total. Autrement dit, je pense qu'on est tellement habitué à travailler l'espace public autour de ces critères-là que très rapidement, soit en pour, soit en contre, on arrivait à travailler sur ces notions. Par contre, quand on arrivait sur les notions de bienveillance, de partage, ça ouvrait tellement de champs possibles que du coup, on était un peu embrascoulés. Je faisais partie de ce groupe, d'ailleurs j'étais embrascoulée comme tout le monde. On essayait de se dire, mais comment est-ce qu'on met tout ça, comment est-ce qu'on s'organise avec ces éléments-là. Voilà. Donc, ce que je veux redire surtout sur cette partie-là, c'est que qu'est-ce qui se passe avec un nuage de tag comme ça? C'est qu'une fois que les aménageurs sont amenés à travailler avec ce type d'outils, on se trouve avec des espaces qui sont aseptisés, désertifiés. C'est pour ceux et celles qui étaient là hier soir, c'est ce que je disais déjà, c'est-à-dire que les rues deviennent des espaces clos, murés, avec des lumières plutôt agressives ou jaunes, hein, c'est les lampes au sodium qui nous éclairent un petit peu partout en ville, des places sur lesquelles on va mettre une grosse lumière centrale, les personnes dedans. Et qu'est-ce qui est plus anxiogène qu'un espace vide et un espace comme ça qui a été dénaturé de la vie? C'est que c'est très, très anxiogène. Donc, on met en place des mesures de sécurité qui créent de l'anxiété. Et à mon avis, quand on part de ce type de nuage de tag et de ce type de base de départ, on a peut-être des réponses un peu plus faciles, qui paraissent faciles dans l'immédiat, mais qui ne portent pas forcément de solution à long terme et qui, en tout cas, ne changent pas les choses dans l'espace public et ne permettent pas aux femmes qui n'occupent pas le territoire d'y revenir. Et je vous mets d'ailleurs, je ne sais pas, moi je me suis posé la question, mais quand il y a une place, n'importe quelle place, qui est très éclairée au centre, est-ce que vous avez tendance à vous mettre au centre pour vous dire là, je vais être mieux protégée parce que là, on me voit, ou plutôt vous mettre en retrait dans l'ombre et regarder ce qui se passe au centre? Moi, j'ai tendance à me mettre en retrait et regarder ce qui se passe au centre. Donc, on voit bien que par rapport à l'ombre et la lumière, qu'est-ce qu'elle solutionne? Ça veut dire on sait qu'il y a une zone ici où, en tout cas, moi, je vois que personne ne s'y cache. Bon, ça peut être la solution, qui est en général la solution qui est proposée. Pour autant, est-ce qu'elle solutionne à une circulation ou une vie dans cet espace? Je ne le pense pas. Donc, une des façons pour lesquelles il est intéressant d'aborder ce sujet, c'est que quelle solution on peut apporter à réoccuper la ville? Et réoccuper la ville réamène la question du genre, c'est-à-dire aider les gens et l'occupation des différents individus dans cette ville, c'est-à-dire dans un espace aseptisé, c'est très très difficile de faire cohabiter qui que ce soit, d'autant plus que les habitus ont été pris sur une territorialité qui est essentiellement masculine. Donc, que faire ensuite? Parce que je sais que beaucoup s'interrogent, mais oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, plusieurs choses ont été proposées dans les pistes qu'on a pu faire. Donc, travailler sur les perméabilités entre les espaces. C'est-à-dire qu'on a l'espace privé, on a l'espace public, mais les choses ne sont pas aussi simples en ville. Il y a énormément d'espaces qui sont des in-between, qui sont des traversées entre la porte d'un immeuble, l'éventuelle entrée, le trottoir, un bout de jardin. Tout n'est pas imperméable. Donc il faut vraiment retravailler cette perméabilité et surtout remettre de la vie à l'intérieur de cet espace public. Or aujourd'hui tout est contrôlé, donc parfois, hier soir je parlais de desserrer les étaux, desserrer les étaux institutionnels. Je pense qu'il y a un travail à faire en amont, et ce travail en amont c'est notamment faire ce qu'on a fait là, c'est-à-dire faire en sorte que ce genre de choses n'existe plus.
mais ça peut être à plein d'endroits, il y a beaucoup de choses à faire en amont, et de desserrer les taux sur les élus pour faire en sorte que peut-être on retrouve un petit peu plus de flexibilité dans la façon dont on peut gérer l'espace public. On sait qu'on a des contraintes terribles. Enfin, là, je parle à des gens qui sont dans les contraintes en permanence. Quand on veut équiper la rue, il faut prendre en compte l'alignement, il faut prendre en compte. Enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et au bout du compte, on finit avec des choses qui sont complètement dénaturées par rapport à des projets qui parfois étaient vertueux au départ. Donc, desserrer les taux en amont et sur le terrain, faire naître des choses qui ramènent de la vie sur le territoire. Alors là, j'aime bien citer Nicolas Soulier, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Reconquérir les rues et que je trouve très intéressant, qui travaille sur les frontages, c'est-à-dire ces espaces qui ne sont ni du privé ni du public, mais qui sont une occupation parfois de l'espace public par les habitants et les habitantes, qui finalement rendent un service à la ville en gérant ces territoires, mais qui aussi enlève de cette stérilité, c'est-à-dire qu'en reprenant l'espace public, en travaillant par exemple juste devant chez soi, en mettant, comme on voit surgir aussi aujourd'hui, hein, les incroyables comestibles, en disant qu'on va mettre un pot avec des pieds de tomates et que ces tomates pourront être partagées, on commence déjà à créer du lien. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on a établi quelque chose de structuré? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de parler avec ses voisins? Pas forcément. Mais on a mis un petit peu de vie. Et il donne un exemple qui est assez clair, et en faisant référence à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on traverse une rue de pavillons, par exemple, où chacun a muré ses jardins, a mis des canisses, ou a bâti, ou a mis des grilles, cette rue, sur les 200 mètres que vont faire la rue, elle est très très désagréable à traverser. On n'a même pas envie de le faire. Sans parler même de sentir une insécurité. C'est juste désagréable. Que dès lors que ça reste ouvert, on peut voir ce qui se passe ici, que là on voit, tiens, dans ce jardin-là, tiens, ils ont mis une éolienne, ils ont fait ça. Enfin, bon, bref, ils ont créé quelque chose. Dès lors, cette rue, elle devient agréable à traverser, donc du coup, on la traverse. Donc on crée un cercle vertueux de gens qui vont vouloir être dans la rue. Et dès lors qu'il y a une mixité d'usage, on s'aperçoit qu'il y a aussi une mixité d'usagères et d'usagers. Et je pense qu'un des gros travaux sur lesquels nous travaillons avec Jean Réville, c'est de dire il faut que dans la ville, on trouve de la mixité d'usage, parce que c'est grâce à ça qu'on trouve de la mixité d'usagères et d'usagers. Je prendrai un exemple pour illustrer ça, qui est, bon, comme je suis de Paris, je vais prendre un exemple parisien, mais sur l'utilisation des transports en commun. J'ai lu l'étude, il y a une étude qui est faite et qui est mise à jour régulièrement en Ile-de-France sur la sécurité dans les transports en commun. La sécurité n'arrête pas de s'améliorer dans les transports en commun. Donc ça s'est un petit peu dégradé sur les 2 dernières années, mais on va dire que la courbe, elle est plutôt vers plus de sécurité dans le transport en commun. Mais la perception d'insécurité, elle s'est multipliée par 3. Ça veut dire que les gens ont beaucoup plus la sensation d'être en insécurité. Donc il y a un gap qui s'est ouvert à cet endroit-là. Et la réflexion que se pose du coup la RATP, le STIF, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on fait, à quel endroit il faut jouer? Et un des exemples que j'ai eu, puisque je travaille beaucoup sur les mobilités à Paris, ça a été de discuter avec les syndicats de la RATP qui font remonter beaucoup d'informations. Et un des lieux qui paraît, où le sentiment d'insécurité est le moins fort, dans Paris intramuros, c'est les bus. Alors d'une part, parce qu'ils sont plus faciles d'accès, donc les femmes utilisent plus facilement les bus, puisque même si on veut sortir des stéréotypes, ça continue quand même à être essentiellement les femmes qui traînent les caddies, qui poussent les gamins avec les poussettes, etc. Donc elles prennent plus facilement les bus que les métros qui sont impraticables dès lors qu'on a 2 roulettes, un sac ou une valise. Et puisqu'elles prennent plus souvent le bus, il y a plus de femmes dans les bus, c'est QFD, donc plus de femmes le prennent, il y a plus de mixité dans les bus, donc elles s'y sentent plus rassurées, et il y a un cercle vertueux qui s'est créé. Donc cette vertuosité d'avoir plus de mixité de population est une chose qui peut être importante. Pour la même raison, il paraît absolument nécessaire de se débarrasser, pas forcément d'un coup, mais des espaces comme ce que Yves a cité dans son étude, comme le skatepark à Bordeaux, qui sont des lieux de territorialité masculine forte et qui étaient partis au départ pour rassembler les garçons et se dire on va les contrôler, on va les sécuriser, mais résultat, on a créé une rupture de sécurisation à cet endroit-là. Parce que moi, je l'appelle une rupture de bienveillance. On avait de la bienveillance sur les quais de Bordeaux, les gens pouvaient se frotter, se mélanger, avoir des activités diverses, et tout d'un coup, on a une rupture de bienveillance à cet endroit-là, c'est-à-dire que sur un principe qui était une bonne idée, on arrive à un mauvais résultat.
Donc, trouver de la mixité, et on a trouvé un des axes de mixité, c'est aujourd'hui, on voit que les jardins partagés en sont un très bon exemple. Un très bon exemple de mixité, d'abord parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'occupent des jardins partagés, ce qui donne une ouverture sur une possibilité d'ouvrir cet espace, en tout cas de prise de possession de la rue par les femmes. En revanche, pour l'instant, ça ne fait pas bouger les stéréotypes. C'est-à-dire qu'on a quand même une occupation de l'espace, mais qui ne remet pas en cause les codes, c'est-à-dire que les femmes qu'on retrouve dans les jardins partagés, elles sont quand même dans le care, elles sont quand même à s'occuper des gamins, elles sont autour des questions de nourriture, d'alimentation. Donc on voit bien que tout n'est pas dessoudé, mais on a franchi une étape. Donc après, à travailler sur ce terrain-là. Donc reprendre l'espace public, ça nous paraît un point important. Je voulais, pour reprendre l'espace public, dire que aussi, parce qu'on nous a dit que cet espace était dangereux, nous on pense qu'il n'est pas, mais c'est peu de le dire, et après il faut l'éprouver. Et il faut s'éprouver soi-même. Alors quand on était à Berlin, on a une de nos amies qui est artiste, qui a fait un exercice. Elle s'est installée, on était là, c'était le mois de la performance à Berlin, donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans la rue, dans le quartier Neukölln, qui est un quartier, on va dire, qui est à la fois un des quartiers à la plus forte immigration à Berlin, un quartier aussi, il y a pas mal d'artistes qui s'installent, donc il y a aussi un phénomène de gentrification qu'on voit apparaître dans ce quartier. Et est-ce que tu peux avoir le truc sur Dilmy, ouais. Et donc, il y avait tout un travail. Donc nous, pendant cette semaine-là, on a fait de l'observation dans les rues sur qui occupe l'espace public. Et Christine, que vous voyez ici à l'écran, elle a fait cet exercice pendant 5 jours de camper sur une place à Berlin, seule. Donc, nuit et jour. Donc, il restait vraiment... et elle était quand même très, très angoissée de le faire, quand même. C'est un lieu qui est plutôt désert la nuit. C'est plutôt résidentiel. On est dans une frange. C'est un lieu assez mélangé, en fait. On est tout juste... On est dans la partie qui était anciennement Berlin-Est. On a la Karl-Marx-Straße qui n'est pas très loin. Voilà, on est dans un contexte qui est ni particulièrement anxiogène, ni particulièrement rassurant. Et ce qui était très intéressant, c'est que, alors d'une part, elle, ça l'angoissait beaucoup, mais elle s'est dit, je le fais, j'y vais, il faut que je le fasse, il faut que je me teste, je peux prendre cet espace public, donc elle a installé sa tente. Il a fallu d'abord dégager les crottes de chiens, c'est surtout un peu le cacadrome des gens qui promenaient leurs chiens dans le quartier. Elle a nettoyé son espace, elle a installé la tente. Deuxième chose, c'est que nous toutes, on a commencé à dire non mais attends, mais Christine, tu ne peux pas t'installer là, ou alors tu sais quoi, peut-être qu'on peut passer nous régulièrement pendant la nuit, et puis mais tu as bien nos numéros de téléphone, surtout la moindre angoisse, tu nous appelles, puis on était quand même faire un repérage, voilà. Donc on a dit même pas peur, mais on avait quand même bien peur en se disant qu'est-ce qui se passe si une femme seule occupe l'espace public comme ça, tout le monde du jour et de la nuit. Alors ce qu'on a fait, alors elle s'est installée. Et comme elle est artiste, elle a fait 2 choses. Peut-être on peut revenir sur une autre image. Là, on voit un peu ce qui se passe. Elle a... Alors, non, c'était de revenir avant. Hop, ouais, c'est là. Bah, là, ouais. Elle avait amené ça dans un gros sac plastique dans l'avion, et puis ces choses-là. Et c'était un patchwork, en fait. Et les gens qui passaient étaient invités à venir s'asseoir avec elle, à prendre des petits morceaux de tissu, à les broder. Et c'était un moment de discussion. Je rappelle quand même que Christine ne parle ni allemand ni anglais. Donc tout s'est fait... 3 mots d'anglais, un peu poussés comme ça. Et, voilà. Et elle est clown aussi, par ailleurs. Donc elle a joué avec tous ces éléments-là. Et les gens sont venus broder. Et c'est ce qu'on voit peut-être sur d'autres images. Là, tout le monde s'est installé et moi aussi j'ai fait ma petite broderie ici, tout le monde a fait ses broderies. Du coup, nous on est passé chaque jour dans nos pérégrinations, 1 fois par jour on allait la voir, on voyait ce qui se passait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que entre le jour 1 et le jour 5, elle a vu les gens qui ont commencé à venir. Ça a commencé par les enfants, qui sont en gros chacun avec ses gestes, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis lui dire, bah, si tu veux participer. Donc les enfants commencent à faire des choses. Et puis du coup, les parents ont dit, mais qu'est-ce que font les enfants là-bas? Donc les parents sont venus, s'inquiétant aussi de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être qu'on regarde. Et on s'en dit, ah, mais vous dormez là la nuit, mais c'est pas possible. Mais vous avez à manger. Donc le lendemain, elle a eu à manger. Le surlendemain, elle ne savait plus quoi en faire. Elle nous refilait des plats parce que tout le monde lui amenait à manger. Et le 5e jour, elle était devenue le centre de négociation de la place.
Voilà. Donc, occuper l'espace public, pour moi, je ne pouvais pas vous donner meilleur exemple que ça. C'est d'une part oser et se dire, on n'a pas peur, même si on sait qu'on a un petit peu peur quand même, parce qu'on nous a tellement bourré le crâne, on a tellement intégré de choses que, oui, on a peur quand même, mais ça passe quand même par là, c'est oser faire le pas, et puis s'apercevoir qu'il se passe quelque chose. Et qu'autour de ce quelque chose, on peut broder. Et là, bon, elle est repartie avec un truc absolument formidable. Je n'ai pas mis la photo ici, mais on a fait, le dernier jour, on a fait une expo dans un lieu, et donc elle avait remis sa tente au milieu, et donc ça lui a permis de raconter un peu tout ce qui s'était passé. Il y a des gens qui ont parlé de leur territoire, il y avait une femme israélienne qui est venue et qui a expliqué. Et alors c'est marrant, il y avait un jour une femme israélienne et une femme palestinienne qui se sont trouvées là le même jour. Autour de ce... Et donc, elles ont discuté des questions de territoire, qu'est-ce que ça avait, comment elles ressentaient les choses, et elles l'ont brodé, elles ont brodé leur territoire. Donc, c'était très, très intéressant de voir comment tout le monde a géré ces questions-là, et je pense que le travail de Christine est vraiment, vraiment fort. On se pose la question de savoir si elle pourra le faire à Paris, on aimerait beaucoup qu'elle le fasse, donc on va sans doute reproduire cette chose-là au mois de mars. À l'intérieur d'un projet qu'on va lancer qui s'appelle les GC Kondou. GC Kondou, je ne sais pas si vous connaissez le principe du GC Kondou. Nous, on l'a découvert en Allemagne. GC Kondou, littéralement, ça veut dire je crois, c'est prendre l'espace, construire en l'espace d'une nuit. Et c'est ainsi que s'est construit quasiment la moitié d'Istanbul, donc c'est un terme turc. Et le terme est aussi utilisé pour les bidonvilles en Turquie, c'était l'idée de construire rapidement. En fait, en gros, si on construisait sa maison pendant la nuit, quand on se réveillait le matin, c'est hop, c'est chez moi. On ne peut plus me déranger, j'ai pris l'espace. Donc il y avait cette notion-là du GC Kondou. Et là, on a lancé un projet, parce qu'on participe avec la Maison des Métallos et le comité Métallo tous les ans à un festival qui s'appelle le Parcours Filles-Femmes. Et pour l'année prochaine, on va faire un projet avec les enfants de GC Kondou, c'est-à-dire qu'on va leur faire construire des maisons en carton. Et puis, un matin, ils vont arriver et la maison va surgir sur la place Jean-Pierre Timbaud. Et donc, tout l'univers va être créé en une fois. Donc, occuper l'espace, oser prendre l'espace, et puis faire peut-être rêver les gens autour en se disant, tiens, mais c'était pas là hier, aujourd'hui ça existe. Et puis de créer des circulations autour. Et chacun, on va tirer au sort en plus qui pourra occuper tel espace. Donc, ce ne sera même pas un espace défini, mais une fois qu'on va savoir combien de maisons on va prendre le plan de la place, on va faire des parcelles et on va tirer au sol des parcelles. Donc, les enfants, les filles, les garçons iront installer leur maison sur les parcelles qu'ils auront tirées au sort dans le sens qu'ils voudront et on fera un repas au milieu. Voilà. Tout ça pour dire que je ne suis pas en train de vous donner des solutions de construction ici de la ville, même si après on y travaille. Mais parce que je suis en train plutôt de donner des notions, lutter contre les idées reçues, se décaler systématiquement par rapport à un propos. À chaque fois qu'on construit quelque chose, se dire est-ce que je suis en train de vraiment ouvrir un sujet ou est-ce que je suis en train de peut-être renforcer un stéréotype? Comment est-ce que je me sors de tout ça? Et ça ne passe que par se frotter à plein de choses. De travailler sur toutes les dimensions, c'est-à-dire que si on travaille sur la ville, ça veut dire qu'il faut... j'avais cité à Yves, une fois on s'était rencontrés, je lui avais parlé de la ville de Rennes qui fait un travail magnifique. Et pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça marche à Rennes? C'est qu'ils font à la fois un travail sur l'éclairage de la ville. Donc ils travaillent sur des zones sombres, ils travaillent sur une modulation de l'éclairage. Ils travaillent à la fois sur un bureau des temps. Ils travaillent à la fois sur... Tout est lié. On ne peut pas juste dire c'est en changeant le mobilier urbain que je vais changer les pratiques. C'est en changeant un ensemble de choses qu'on peut faire changer les pratiques et qu'on peut les faire avancer. Et surtout, réouvrir, recréer de la mixité d'usage. Parce que pour revenir à mon propos du début, et après ça je vais me taire parce que vous n'aurez pas le temps de parler, l'histoire nous a formaté les rues et on est toujours avec ces rues-là. On est quelque part toujours avec cette structure-là. On a beaucoup de mal à se sortir de cette structure-là qui s'est stigmatisée. Et cet espace privé qui a été créé au XIXe siècle et qui a été renforcé au XIXe siècle, on l'a aujourd'hui. Quand on nous dit d'un côté la rue stérilisée, la rue vide, la rue sécuritaire, et à la maison, tout le monde avec sa grande télé et avec un espace privé resserré où on ne sort plus et on se renferme sur des unités où on prend l'info dans cette zone-là. Donc il faut questionner ça, il faut reprendre... Je vais reprendre le terme de Nicolas Soulier, reconquérir les rues. Et je pense que par là, et les femmes doivent être les premières aussi à reconquérir les rues, mais pas que,
reconquérir les rues ensemble, travailler ensemble, c'est jouer avec l'espace, c'est se dire qu'un petit bout de rue, une fois par jour, une fois par semaine, il peut se fermer à un bout à un autre, et les habitants peuvent l'investir, et puis à la fin de la semaine, à la fin du week-end, on retire les barrières et ça redevient autre chose. Enfin, il y a 1000 manières de faire les choses, je ne peux pas aborder tous les sujets aujourd'hui, je vous remercie, puis je suis prête à échanger. Par rapport à secrétaire d'État, personne ne vous a dit quoi que ce soit, vous avez pris la pelouse. Alors, comme c'était dans le cadre d'un festival, la curatrice avait quand même fait la demande auprès de la ville de Berlin pour quand même elle puisse s'installer. Mais les flics sont quand même venus, donc il a fallu renégocier, il fallait monter le papier, retourner au commissariat, revenir. Ça ne s'est pas fait de façon aussi simple, mais ça a fini par se faire. Oui, des membres. Voilà, il y a eu aussi la visite officielle, absolument. Non. Non, mais ça s'est bien passé après. Sur ce projet-là, pardon, ouais. L'idée, la genèse de ça, c'est une idée artistique. Oui. C'est une idée genre. C'était une idée artistique. D'accord. Ouais. Et justement, le lien avec Jean Réville. Alors, le lien, c'est que Jean Réville, j'ai envie de dire, marche sur 3 pieds. En tout cas, et l'assise de Jean Réville, c'est 3 pieds. C'est la socio-ethnologie, d'une part, donc c'est l'urbanisme et c'est l'art. On pense que l'art est un détonateur d'idées. Et que, donc, très souvent, quand on fait des présentations, on va montrer des travaux artistiques. Hier, quand j'ai fait la présentation, je montrais des choses un petit peu farfelues, un banc qui part comme un toboggan. L'idée, c'est d'interroger. Et parfois, si on disait, bon, ben voilà, on a une place à Berlin, comment créer de la vie sur cet espace-là, peut-être qu'on va partir sur quelque chose d'un peu sec. Dès lors qu'on joue avec cet espace, on le négocie autrement, qu'on jette des dés sur l'espace, qu'on crée du hasard, qu'on crée de la surprise, dès lors germent des idées. Donc on est très, très, très impliqués sur beaucoup de projets artistiques, on en participe. On a créé d'ailleurs au sein de Jean Réville une entité qui s'appelle C'est beau le pouvoir, et qui est un collectif qu'on qualifie de collectif activiste. Ça, c'est de l'art et de l'activisme. Et l'idée, c'est ça. Ça permet de débloquer les situations. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Est-ce que les hommes sont venus aussi broder? Oui. 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 Oui, oui. Les hommes sont venus broder. Ça a été vraiment très mixte. Oui, il y a un parc d'enfants à côté. Ça a aussi attiré les parents. Oui, ça a attiré les parents, mais il y a aussi des hommes qui sont passés seuls. Il n'y en a eu aucun problème. Non. Enfin, voilà, non. Non, non, par contre, il y en a plein qui ont dit, mais il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là. C'est dangereux, ça va être... c'est pas bien. Ouais. Et la nuit, ça, c'est la première partie. Ouais. Je rebondis sur ce type d'action, donc planter sa tente, vous dites fermer une rue, le temps nous, enfin, les habitants de mon quartier, une fois, on a fait venir un maraîcher, par exemple, qui a déballé tous ses légumes et tout, ça a duré 2 heures, tout le monde était ravi. Sauf que le maraîcher, il nous a dit, mais je ne le referai jamais. Mais pourquoi? Parce que c'est illégal. Voilà. Donc ça pose la question de la transgression. Ouais. Et est-ce que vous travaillez sur ça? Parce que oui, moi je veux bien fermer ma rue un jour, je suis sûre que ça marchera en plus. Les gens vont venir, on va échanger un café. Mais on transgresse. Oui. On s'expose à ce que la police vienne. Ouais. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que vous travaillez là-dessus? Bien sûr, on travaille que là-dessus même. J'ai envie de dire qu'on travaille pour beaucoup là-dessus. Pardon. On travaille beaucoup sur ces questions-là. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai dit 2 choses. D'une part, j'ai dit desserrer les taux institutionnels. Je pense que c'est très important. On en parlait hier sur des questions de sécurité, de prise de risque. Aujourd'hui, on sanctuarise les espaces, on sanctuarise la rue et on la nettoie pour se protéger des agressions, d'éventuels accidents. Donc on sursécurise tout et de fait, on stérilise à travers ça.
Et donc il est important de retrouver une marge de manœuvre, y compris pour les personnes qui sont en position de décision, pour pouvoir avoir un peu plus de souplesse, pour pouvoir dire oui, je prends le risque que pendant une période donnée, il y ait une forme de chaos qui s'installe sur ce lieu. Mais pour ça, il faut effectivement que les élus puissent se dire je ne vais pas avoir la gros coup de massue qui va me tomber dessus, où on va me dire il y a eu un accident, tu es responsable. Voilà. Donc desserrer les taux. D'un côté, desserrer les taux, mais d'autre part, ça ne peut venir aussi quand même que des citoyens. C'est-à-dire que beaucoup d'actions se passent parce qu'un usage informel se crée et que, quelque part, après, il peut se formaliser, il peut aider les élus à desserrer leur propre étau. Donc c'est vraiment, je parle toujours de cette tenaille, il y a vraiment la tenaille institutionnelle, enfin il y a la partie institutionnelle, travailler sur les institutions et travailler depuis le terrain et faire gigoter les choses. Donc oui, ça demande une forme d'activisme et de prise de risque. Moi, j'aimerais bien sur la libération des personnes que je ne vois pas et sur le propre sens du terme primaire, reconquérir la rue. Par exemple, en Grèce ou en Chypre, où je suis originaire, ou en Turquie, vous avez parlé de ça, ou sur le bassin méditerranéen en général, tout jeune enfant, surtout dans les quartiers d'habitation, nous allons jouer, nous allons nous approprier la rue, on joue dehors. Voilà, ça commence à 5 ans, ça continue jusqu'à 15 ans, le lycée, etc. Et puis par la suite, on le trouve aussi à la fois dans l'urbanisme, à la fois dans l'architecture, dans le bâti, aussi le climat, c'est ce que vous avez dit hier soir, on vit dehors. On arrive à d'autres étapes de la vie, le mariage par exemple, où on peut, très souvent d'ailleurs, faire le mariage, c'est-à-dire la réception avec le repas, les tables, etc., dans la rue. Et donc on va fermer la rue sans aller trouver ni les policiers, ni les maires, ni personne. C'est un commun accord entre finalement les libérants, ce que vous disiez aussi, parce qu'on n'a pas ni les clôtures, ni rien du tout. Tout ce que vous disiez donc tout à l'heure, on les retrouve d'une manière spontanée dans l'espace public. Ça fait quelque part à partir de la vie, du quotidien, donc des gens. Et je me dis, bon, ça fait longtemps que je vis en France, je vous écoute, je me dis, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique, mais comment faire Comment faire Est-ce que quelqu'un, une mère qui est dans la salle là, laisserait son enfant jouer, et donc avec ses petits camarades? Moi, la première, non. Vous voyez Donc, c'est moi qui me fait des signes. Vous voyez donc, voilà, c'est pour ça. Comment faire Alors, avant de prendre la question suivante, je voudrais répondre à ça, pas comment faire, parce qu'il y a sans doute plein de réponses. Je voudrais donner un exemple. J'habite très près de la Porte des Lilas à Paris, de la Porte des Lilas dans la ville de Paris. La Porte des Lilas est proche du périphérique. Le périphérique a été recouvert récemment, donc ce qui permet d'avoir une circulation entre Paris et sa banlieue, cet endroit-là. Sur ce site central qui est Interplein, il y a quand même encore une circulation énorme. Et il y a eu deux choses qui ont été créées pour créer de la convivialité et du lien donc, entre Paris et sa banlieue. Il y a eu d'une part un jardin, qui est un jardin assez sympa d'ailleurs, avec des herbes folles, enfin, comme on les conçoit plus maintenant. Et puis de l'autre côté, il y a un cinéma, un multiplex, avec une grande esplanade. Et quand on a vu les choses se construire, on s'est dit, wow, ça va être sympa, on a vu toute la progression. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cette esplanade, on a donc un gros cinéma, on a une grande esplanade qui est faite en pavé, donc il n'y a pas de végétalisation. On a Interplein central après avec des voitures qui tournent autour, des bus qui tournent autour, et puis après on a le jardin Serge Gainsbourg qui donne d'ailleurs sur le périphérique. Et que si je reviens devant la place du cinéma, il y a un manège, il y a un ou deux bars, et puis on a là les parents qui sont à tenir leurs enfants quasi en laisse parce qu'ils se disent si j'en lâche un, il va se faire écraser à 3 mètres d'ici sur la route qui passe à côté. Et alors, quand on continue, il y a le jardin, il y a le centre de la place, il y a le multiplex, et là il y a quelques marches, et là en haut des marches est installé de façon définitive maintenant, enfin en tout cas permanente, le cirque électrique, qui est un cirque alternatif. Donc il y a la rotonde du cirque. Près de la rotonde, ils ont une sorte de barnum où régulièrement on peut venir boire des verres et puis ils font venir des gens, des compteurs. À l'extérieur du barnum, il y a des tables et là, il y a un autre petit manège. C'est
c'est un peu encadré, c'est un petit jardin, c'est une grille à claire-voie, ça reste ouvert, donc ça veut dire qu'on peut quand même repartir dans la rue, dans l'espace public. Et là, on voit des parents qui sont attablés en train de boire des bières, les enfants qui jouent. Ils ont mis des caisses avec des plantations qui sont gérées par les gens qui passent. Il y a un petit manège, les gamins montent, descendent, ils n'ont pas ni le papa ni la maman pour les prendre par la main, ils font leur vie. Chacun fait sa vie, ça circule. Et on est à 10 mètres du lieu hostile dont je viens de vous parler, qui a été complètement conçu par les urbanistes de la ville de Paris. Donc, je pose la question, entre cet espace informel et cet espace formel, qu'est-ce qui s'est passé? Où s'est passée l'aseptisation? Et quelles contraintes ont fait qu'on s'est retrouvé avec un lieu, alors qui conjugue en plus, j'ai oublié de vous le dire, la gare de bus. Donc, du coup, si même on voulait s'asseoir sur les marches qui conduisent au cirque électrique, il y a même les gens qui ont travaillé dessus de façon très vertueuse, créer même des zones sur les marches où ça fait un peu des bancs de pierre, mais on ne peut pas s'asseoir dessus. Si on est assis sur les bancs de pierre, on a des bus qui sont garés devant. Voilà. Donc, voilà, la vie, la non-vie, à quoi ça tient? Je pense qu'il est important de faire, en tout cas, une forme d'évangélisation auprès des élus, auprès des écoles d'urbanisme, auprès des écoles d'archi, auprès de toute personne qui est dans les aménagements, auprès des agences, venir comme aujourd'hui, discuter comme on le fait aujourd'hui, pour se poser ces questions de qu'est-ce qui ouvre, qu'est-ce qui ferme, et ensuite de voir à chaque fois qu'on peut comment on lève des contraintes. En tout cas, il est toujours intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs, de regarder là où ça marche, et d'essayer de voir quelles petites graines on peut planter chez nous, à défaut de pouvoir tout faire. Vous aviez une question, je crois. C'est pas vraiment une question, c'était un témoignage par rapport à ce que vous disiez pour jouer dans la rue, puis aussi par rapport à ce que vous avez dit. Les enfants sont suffisamment grands maintenant pour pouvoir jouer dans la rue. Et donc on a une petite place à côté de chez nous. Et dès qu'ils y sont, systématiquement, il y a un voisin qui sort et qui dit « mais t'as qu'à aller au skatepark ». On se trouve que les enfants sont des garçons. Donc non seulement le skatepark est un endroit assez particulier avec pas mal d'aspects négatifs par rapport à ce que vous avez dit, mais en plus, c'est également un prétexte à ne pas tolérer l'autre dans l'espace. Et en plus, ça se fait souvent par des processus de domination adulte-enfant. Donc, régulièrement, moi, je vais voir mes voisins, je leur dis, je pense qu'ils peuvent jouer quand même une petite demi-heure dans cet espace-là, c'est une place partagée, etc. Mais alors, d'adulte à adulte, petit à petit, si on y passe vraiment du temps, on arrive un petit peu à négocier. Mais vraiment, tout est hyper contraint. C'est-à-dire que les enfants peuvent y être, mais à condition qu'ils ne bougent absolument pas, qu'ils se tiendraient comme des grands ou des piquets. Donc, ça dissuade au bout d'un moment. Donc, les façons d'organiser l'espace public dans certains endroits peuvent aussi avoir des effets pervers sur d'autres endroits et justifier l'intolérance sur ces autres endroits. Mais c'est vrai qu'on joue avec... plein de territorialité en plus, parce que y a le bâti, ici il va y avoir un bailleur social, ici il va y avoir un immeuble qui est en copropriété, ici il y a la ville, ici il va y avoir... Donc il y a tous ces territoires, et chaque territoire a ses règles, chaque territoire a son code, et il faut jouer avec ça. À la résidence où je suis à Paris, il y a un très beau jardin. On a une chance inouïe, il y a vraiment de l'espace. Les enfants n'ont pas le droit de jouer dans le jardin. Ça gêne, ça fait du bruit. Les enfants, quand ça fait du bruit, ça fait maximum 80 décibels, je parle des cris. Mais par contre, ce qui est autorisé, c'est le souffleur à feuilles. Souffleur à feuilles, ça fait 110 décibels. On sait qu'au-delà de 80 décibels, on a mal aux oreilles. Donc, mais ça c'est propre. Ça fait propre. Ce qu'il faut d'ailleurs, c'est quand ça fait maintenant, ça y est, je suis en train de négocier, on va finalement le virer, mais ça fait propre. On est en train de nettoyer l'espace. Et c'est toléré, c'est accepté. On a le droit de se prendre un truc qui est vraiment un vrombi dans les oreilles, qui fait un bruit épouvantable. Mais les cris d'enfants, qui en plus ne sont pas tout le temps, c'est le mercredi après-midi, ça va être à 5 heures quand ils rentrent de l'école, ça dure une demi-heure, 1 heure. Ça, c'est intolérable pour le voisinage. Donc, il y a des choses à reprendre un peu partout. Et c'est pour ça que je dis que ça ne peut pas se faire juste, c'est pas du top-down. Il faut vraiment qu'on agisse un petit peu à tous les niveaux. Mais par contre, on peut donner envie, justement en libérant certains espaces, en disant oui, on peut faire des choses ensemble, en suscitant ce vivre ensemble, on peut quand même donner des pistes. Moi, j'avais des questions sur les espaces de sport que vous évoquiez tout à l'heure, le skatepark, mais je ne pense pas que ça. Une question vraiment ouverte qui m'interroge beaucoup.
Est-ce qu'il faut supprimer les espaces de sport qui ségrèguent les gens, ou est-ce qu'il faut encourager les filles à s'autoriser éventuellement à avoir envie de skater? Alors, je dis ça parce que pour le coup, j'ai un enfant en bas âge, un garçon qui fait du skate, et donc on l'a amené au skatepark justement dimanche dernier, et il y avait moi j'ai des copines qui font du skate, il y avait un papa qui était là avec son garçon et sa fille qui faisait du skate. Alors je ne le pratique pas depuis très longtemps, ça fait pas très longtemps qu'il met les pieds sur le skate, moi perso je fais pas du skate, mais il se trouve que là il y avait des filles et que ça m'a pas semblé être un espace hostile aux filles. Alors je veux bien croire que ça l'est 95% du temps, hein. Je ne suis pas du tout en train de remettre en cause les études qui disent ça, mais je me dis, est-ce que aussi il n'y a pas un travail à faire sur ce qu'on peut s'autoriser en tant que femme? Finalement, on sait que c'est très peu répandu, mais les équipes féminines de foot, ça existe. Voilà, pourquoi reconquérir l'espace public, ça passerait pas aussi par reconquérir des activités sportives qui finalement ne sont pas forcément uniquement adaptées aux garçons parce qu'il y aurait une musculature différente, ou parce que, je sais pas. Je pense qu'on peut répondre à deux là-dessus, mais je vois qui va avoir envie de donner une réponse. Oui, bien sûr, mais pourquoi donner tant d'efforts pour des choses alors qu'on peut faire des espaces partagés en dehors de ces lieux spécialisés? C'est pas obligatoire de construire des équipements qui ségrèguent les filles. Aujourd'hui, on va construire un stade de 40 000 places au lac. Il n'y a pas de volonté d'avoir une équipe féminine de foot à Bordeaux. Hein. Et même s'il y avait une volonté, il y a la fatalité qui fait que ce sera quand même un opérateur de genre, c'est-à-dire qu'il n'y aura que des hommes dans ce stade. Donc à ce niveau-là, la reconquête des équipements urbains, c'est une tâche qui demande énormément d'énergie, alors que finalement, habiter des espaces urbains non spécialisés dans la mixité avec des activités créatives, c'est quelque chose qui demande relativement moins d'énergie. Du coup, ça veut dire on interdit certaines pratiques ou on décide. J'avais aussi une autre chose à dire, mais excusez-moi, c'est la dernière chose que je veux dire, c'est aussi sur l'art dans la rue. Par exemple, on a autorisé l'art dans la rue sous la forme du graphe ou du tag, qui sont des activités masculines, qui sont à la nuit, et d'une certaine manière qui participent à la continuité du marquage masculin dans la rue. Alors on peut dire pourquoi les filles ne font pas de graphe, pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas sur skatepark, parce qu'effectivement, on n'a aucune sollicitation, aucune éducation pour que les filles aillent dans la rue, et puis parce que la plupart de ces arts se sont déterminés au départ comme des arts masculins. Le jour où il y aura des filles sur le skatepark, les garçons ne l'auront plus. Donc on est bien dans cette logique-là. Et il y a aussi un autre élément, c'est que un élément aussi, c'est skateparks aussi dans les périphéries sont en train de devenir des friches urbaines, puisqu'ils sont abandonnés au bout d'un certain temps, parce que les garçons entre eux-mêmes, ça crée des embrouilles, des choses comme ça, qui fait qu'ils sont désertés. Donc là, on continue de construire des choses qui seront des friches urbaines. Moi, je pense que le Grand Stade de Bordeaux va devenir dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent une friche urbaine, parce qu'on n'aura pas de quoi se payer une équipe de foot, parce qu'on aura aussi évolué socialement, et qu'on ne verra pas comment on peut utiliser les 40 je suis d'accord, je pense que pour le coup, on est sur des échelles très différentes. Mais moi, je voudrais répondre juste. Alors, genre, je sais pas si aussi. Ça vient dans un complément, en fait, c'est pas forcément des espaces qui sont réservés pour des garçons, c'est surtout des espaces réservés pour ceux qui ont beaucoup de testostérone. Et il y a beaucoup de processus de virilité, et même les garçons qui aiment faire du skatepark, s'ils ont des affinités, enfin, s'ils ne fonctionnent pas sur des modes de domination, et ben, ils n'y trouvent pas non plus leur place. Donc c'est que ces espaces, ils ne sont pas gérés sur la convivialité, ils ne sont pas gérés sur l'échange, ils sont mis un peu comme ça, et du coup, au bout d'un moment... Moi j'ai des copines qui skatent et qui se sont jamais senties qui se sont jamais fait emmerder, on leur a jamais dit casse-toi du skatepark. Je ça souvent on dit pousse-toi de là, dégage, et c'est toujours des gars de 14, 15, 16, 17. Il est obligé de s'imposer. Alors il a un physique qui lui permet, mais il a dit qu'on pas le même physique. Non, mais est-ce que c'est pas plutôt, par moi, au sens, ça vient dans un processus la rue, il y a 30 ans, elle était dédiée à l'autonomie. On n'attendait pas à avoir quelque chose sur l'espace public. Aujourd'hui, on commence à repenser d'autres vocations, d'autres usages et fonctionnements pour l'espace public. Ouais. On arrive à remettre un skatepark ou autre chose dans l'espace public, ce qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Est-ce que ce n'est pas la vocation et l'usage même de l'espace public qui change et que le fait de dédier des espaces cloisonnés, on est dans une étape, enfin moi je pense qu'on est dans une étape
Et puis, à un moment donné, cet espace va s'ouvrir pour être vraiment dédié à n'importe quel usage. Et donc, de fait, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, enfin, je le comprends comme ça, moi, aujourd'hui, j'ai peut-être pas la bonne idée. Est-ce qu'on s'aperçoit que ce petit pas, il n'est pas satisfaisant, qu'il est dédié à l'homme parce que l'homme s'approprie plus facilement que la femme cet espace, et donc du coup c'est pas forcément une mauvaise expérience, c'est justement à continuer, mais à décloisonner, à trouver un usage peut-être plus pour les femmes et les jeunes filles, parce qu'on sait bien que même les petites filles, on les focalise avec leur Barbie et qu'elles sont pas en train de jouer au foot, et que ça ne convient pas à cet usage-là, mais que par contre, en même temps, ça mène, on est toujours dans l'idée de droit, autorisé soit à l'homme, soit à la femme. Et donc, du coup, on arrive plus facilement à faire passer un usage masculin parce qu'il est, on l'a dans notre culture. Enfin, on sait très bien que l'homme, aujourd'hui, va jouer dans la rue et qu'il y a déjà besoin d'identifier. Je voudrais faire une réponse, mais peut-être je prends un truc en plus. Voilà, moi, je pense que c'est pas culturel. Enfin, la fille, elle n'est pas pour jouer à la Barbie et le garçon pour aller jouer dans la rue. Non, mais déjà, non, mais ce genre de choses, moi j'ai la Barbie en frère d'accord, là. Mais surtout, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, vous disiez tout à l'heure, et je pense que le risque, ce serait de se dire, la réponse, c'est de banaliser un peu les lieux pour que tout le monde puisse y avoir accès, et de fait, ça ne devient plus des lieux vraiment de sociabilité. Donc je pense qu'il faut jouer à chaque fois sur un peu tous les aspects, et que sur les skateparks, je pense qu'il y a des lieux, des skateparks qui ont leur utilité. Là, c'est plutôt des questions d'éducation. Essayons aussi d'encourager les filles à aller sur ces espaces. Il y a d'autres espaces où il faudra plutôt trouver plus d'usages qui permettent plus de mixité. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'investir à chaque fois tous les champs, mais surtout ne partons pas du postulat que de toute façon au départ, il y a des choses pour les hommes, des choses pour les femmes, et que ce vers quoi on veut tendre, c'est oui, je crois qu'il y a alors, je voudrais faire justement une réponse, je vais essayer nuancée et collective à tout ce qui s'est dit là, repartant de ce qui s'est dit au début. Ça ne veut pas dire supprimer ces lieux, nécessairement. Mais ça nécessite quand même de s'interroger, c'est ce que dit Yves très justement, c'est que quand on met de l'argent dans un budget, sur une ville qui a un argent quand même énorme, de savoir à qui va cet argent. Et en gros, je l'ai dit récemment à Paris pour le stade Jean Bouin qui a ouvert, qui est le stade pour le rugby, et je lui ai dit c'est très bien, 100% des contribuables parisiens ont payé pour 50% d'usagers de ce stade. C'est-à-dire que les femmes comme les hommes ont payé pour ce stade. Alors après on m'a dit oui, mais beaucoup de femmes vont regarder le rugby. Certes, mais l'équipe du rugby féminine n'a pas le droit de jouer sur ce stade. Ça c'est clair. Donc ça c'est le premier point. C'est à qui va l'argent, et on dépense quand même des sommes faramineuses, donc peut-être que l'argent peut être mieux redirigé, ou en tout cas, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout d'un coup se priver de football, j'en sais rien. Premièrement. Deuxièmement, l'usage. J'ai à Paris des copines qui ont monté un groupe de foot qui s'appelle Les Dégommeuses. C'est un groupe exclusivement féminin, de foot féminin. Elles ont ça marche du tonnerre de Dieu. Mais pour trouver un espace pour jouer, c'est la croix et la bannière. Elles sont obligées de se battre avec la ville de Paris pour obtenir cet espace. Cette année, elles avaient 50 adhérentes. Elles ont toujours droit à un demi-stade. Quand je dis un demi-stade, en fait, c'est un quart de stade, parce que c'est déjà des... quand elles arrivent, il y a déjà les garçons en train de jouer. Donc, en gros, ça leur prend un quart d'heure pour virer les mecs. Et avant qu'elles aient fini, il y a les mecs de la session suivante qui commencent à arriver, qui commencent déjà à les faire suer. L'année dernière, en fin de saison, ils se sont pris des bouteilles sur la figure. On leur a dit « casse-toi, c'est pas ta place ». Oui. Ouais, les arbitres du match de football qui se passait à côté n'ont pas voulu interrompre le match pour régler l'incident. Ouais. C'est une importance. Oui. On voit bien quand même qu'il y a une domination extrêmement importante des hommes sur le sport. Ouais. Effectivement, on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des femmes qui aillent à l'assaut, c'est l'assaut, mais c'est vraiment... mais c'est un gros boulot. En tout cas, elles sont très militantes, donc elles y vont, elles n'ont pas peur. Mais c'est vrai que c'est énormément de travail. Et puis après, partant de ton étude, on peut dire aussi qu'il y a des zones, il y a des sports qui créent de la mixité et d'autres qui n'en créent pas. Ce que j'avais relevé, c'est que l'athlétisme, par exemple, est un sport relativement mixte. Donc on peut trouver des zones aussi de... La piscine, c'est mixte. Oui, voilà. Donc, mais encore une fois, et comme le disait madame, pas de réponse monolithique. C'est-à-dire que
tout doit se faire. Ça doit se faire au niveau des institutions. C'est ce qui est en train de se faire, hein, puisque le ministère travaille en ce moment. Je ne fais pas de la pub pour le ministère, parce que Dieu sait qu'ils sont vraiment très en deçà de ce qu'on voulait. Hein. Mais il y a un travail qui se fait sur les fédérations sportives, qui a exigé que les fédérations sportives aient aussi des femmes à leur tête. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 97%, que 97% d'hommes à la tête je vais parler comme les barbus, là. Il n'y a que 97% d'hommes à la tête des fédérations sportives en France, qui décident de tout, avec le comité national olympique français, où la barbe est intervenue 2 fois dans les conditions absolument chaotiques, et on ne s'est jamais autant fait insulter. Si on s'est fait insulter autant quand on est intervenu dans le rugby, d'ailleurs. Dans le rugby. Et à un endroit où on ne s'attendait pas à se faire insulter aussi, c'était à la franc-maçonnerie. On pensait que franc-maçonnerie, où là on s'est fait taper dessus même. C'est assez étonnant, parce qu'on s'était dit qu'on était dans un lieu humaniste et ça n'a pas été le cas. Voilà, enfin bon, bref, ça c'était un petit écart, mais tout ça pour dire que le milieu sportif, c'est très compliqué, c'est bourré de testostérone, et là encore, et je pense que notre travail, le travail aussi est autour de ça, les territoires, c'est pas que les hommes et les femmes, mais c'est de déconstruire ce mythe du masculin et du féminin, et puis le mythe aussi de cet homme absolu, et qui est en plus, alors sur les terrains de foot, c'est emblématique, c'est le modèle, le modèle du gagnant. Chacun mène son Voilà. Merci beaucoup pour vos contributions. Il y avait 5 minutes,